Le thème du jour, c'était, il y a deux mots-clés là, il y a infertilité et il y a hormones. C'est pas possible de faire le tour de l'infertilité. Non, mais on va essayer d'aller à l'essentiel et aux points clés effectivement relatifs à ça. Et donc, cinq points. La première, je vais quand même vous rappeler pourquoi c'est si difficile d'obtenir une gestation. Est-ce que le problème de l'infertilité est un grave problème? Est-ce qu'on va parler de nombre ou de temps? Attention à la petite question en cours. Pourquoi? Parce que faire le choix d'un traitement hormonal ou non va dépendre effectivement du choix de l'hypothèse la plus probable, confrontée à un problème d'infertilité individuelle ou de troupeau. Et quelle est l'hormone miracle? À cette cinquième question, je peux déjà répondre non. Il n'y a pas d'hormone miracle, ce serait trop simple. Et si c'était le cas, ça se saurait, comme on dit. Alors, ça, je ne vais pas vous faire l'injure de savoir ce qu'il faut pour obtenir une gestation. D'un côté, bien sûr, il nous faut un ovocyte de qualité. De l'autre, il nous faut un spermatozoïde. Et bien entendu, la réunion des deux, si rendez-vous est bien donné, la réunion des deux peut être, comme on voit sur l'image échographique ici, un embryon qui, dans le cas présent, est un embryon de 6 semaines. Alors, allons-y. Allons-y pour revoir un peu. Moi, je suis souvent étonné de voir que finalement, les choses ne vont pas si mal que ça, eu égard aux différentes étapes qu'il nous faut franchir pour finalement arriver à une gestation de 6 semaines. Alors ici, vous voyez sur le graphique, vous voyez le building vert clair, c'est l'œstrus, schématisé ici. Le building en vert plus foncé, c'est le proœstrus. Et nous voyons que on a affaire, pour avoir un ovocyte de qualité, on a affaire à l'évolution d'une vague de croissance folliculaire. Vous voyez déjà, première remarque ici, que cette vague, en fait, prend quand même quelques jours. Donc, les choses évoluent, non pas bien sûr en oestrus, mais quelques jours avant. Et je vais revenir sur cette phase-là, qui n'est pas en fait strictement correcte. Alors, comment est-on arrivé à cette situation d'œstrus? Eh bien, bien sûr, il faut que le corps jaune qui était en place se lutéolise, et donc on assiste ici à une chute, bien entendu, de la progestérone au cours du proœstrus, et que cette chute de la progestérone est assurée, bien sûr, par une libération de prostaglandine d'origine endométriale. Donc, chute de la progestérone, et bien entendu, tout à fait normalement, cette chute de la progestérone va entraîner l'augmentation des différentes hormones que l'on connaît, GnRH, FSH, a un rôle, je dirais, incontournable pendant l'œstrus, c'est la LH. Rôle incontournable, et forcément, ces rôles incontournables, je mettrai des S, car ces rôles sont au nombre de 3. Et entre autres choses, c'est des choses qu'on oublie parfois, entre autres choses, la LH est impliquée dans la maturation de l'ovocyte. Maturation, ça veut dire expulsion du globule polaire qui le rend apte, et notamment maturation cytoplasmique, maturation nucléaire, mais peu importe, ça rend l'ovocyte fécondable par un spermatozoïde. Et donc, le deuxième rôle essentiel, c'est l'ovulation. Il ne peut pas y avoir d'ovulation sans une libération optimale de la LH. Et, pour la petite histoire, il ne peut y avoir de libération optimale de la LH que si la lutéolyse, donc la chute de la progestérone, est aussi complète que possible. On peut en discuter. Donc, premier rôle, maturation. Deuxième rôle, ovulation. Je vais revenir sur le troisième rôle dans un instant. L'ovocyte expulsé va faire son petit trajet. Récupéré par le pavillon de l'oviducte, il va migrer vers l'ampoule de l'oviducte qui est l'endroit de fécondation. Voilà pour le côté femelle. Qu'en est-il du côté mâle? Eh bien, dans le même temps, sous réserve qu'on ait détecté la chaleur, sous réserve qu'on ait, on va y revenir, mais inséminé au bon moment, le sperme est donc déposé au niveau du corps utérin, endroit classique. On peut en discuter également. Et une fois déposé au niveau du corps utérin, eh bien, ces spermatozoïdes vont franchir toute la corne utérine et vont se retrouver au niveau de l'oviducte, au niveau de son isthme, pour, puisque le rendez-vous a été donné au niveau de l'ampoule, pour aller rencontrer bien sûr l'ovocyte.
La notion de réservoir est importante parce que, bien sûr, qu'il y a une quantité certaine de spermatozoïdes déposés au niveau du corps, mais il y a de nombreuses pertes, malgré les sites de stockage et malgré ces réservoirs qui se trouvent être au niveau de l'oviducte. Et à partir de ces réservoirs, les spermatozoïdes vont être relargués. Il n'y en aura jamais qu'un seul. Et j'en arrive ainsi, voilà si les différentes étapes. Et j'en arrive ici à une troisième étape incontournable, c'est qu'une fois l'ovulation réalisée, eh bien, le follicule que nous avions ici va se transformer en un corps jaune, hémorragique dans un premier temps, et au bout de 5-6 jours, en un corps jaune de diestrus. Encore une fois, nous sommes passés d'un état de progestérone à un autre état de progestérone. Et Dieu sait si cet aspect-là est extrêmement important. Vous voyez le nombre d'étapes qui, et c'est la particularité bien entendu, qui vont se succéder à un rythme relativement, je dirais, conséquent. On peut parler d'heures, on peut parler de quelques jours. Voilà pour la petite histoire. Oui, je reviens un moment simplement sur l'ovocyte. Je vous ai parlé de maturation de l'ovocyte, je vous ai parlé d'une croissance folliculaire optimale, et bien entendu, cet ovocyte qui se trouve dans le follicule n'émerge pas, je dirais, après quelques jours. Que nenni. Donc la phase sur laquelle que je vous ai présentée, en fait, dure plus ou moins 4 jours. Donc vous voyez que cette phase d'un jour, c'est la phase finale de cette croissance folliculaire et de la maturation ovocytaire. La croissance folliculaire s'est poursuivie à partir du stade de follicule dominant. Et là, vous voyez que ça, la période est relativement courte. Mais plus intéressant quand même, c'est qu'il faut garder en esprit que cet ovocyte, en fait, vient d'un follicule primaire qui est passé au stade secondaire en 55 jours. Et ce follicule secondaire, avec toujours son ovocyte, est passé au stade antral, apparition d'une cavité, au bout de 42 jours. Concrètement, ça veut dire, et pour prendre un exemple, très concret auquel on va être de plus en plus confronté, le stress thermique. Ça veut dire que si l'animal traverse une période de stress thermique, une vague de chaleur, donc des températures supérieures à 25, 30, 35 degrés, en fait, on peut tout à fait avoir un effet négatif de, de cette vague de chaleur sur les follicules primaires et secondaires, ce qui veut dire que 2 mois plus tard, l'ovocyte expulsé ne sera pas de qualité. Plus concrètement encore, une vague de chaleur au mois d'août, juillet, août, peut se traduire par de l'infertilité au mois de septembre, octobre. Donc, attention, je dirais, sur le plan de, éventuellement, l'anamnèse. Ce que je vous ai dit pour l'ovocyte est tout aussi valable pour la spermatogenèse. Un sperme de mauvaise qualité aujourd'hui, il vous faut attendre au moins, je dirais, 2 mois pour avoir un sperme de qualité dans l'éjaculat récolté. Voilà pour la petite remarque, mais qui, je crois, quand même, revêt une certaine importance. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Eh bien, vous voyez que sur ce graphique, je vous ai présenté l'évolution de l'intervalle de vélage dans des troupeaux américains, une évolution sur à peu près une dizaine d'années, et vous voyez que l'intervalle de vélage a diminué. Par contre, si je vous présente les taux de réussite par insémination, les pourcentages de gestation par insémination, vous voyez qu'ils n'ont pratiquement pas évolué. Vous voyez aussi à quelle échelle on se trouve. 30%. 30% effectivement de réussite, c'est ce qu'on observe actuellement chez les vaches. Je dis bien les vaches, car vous l'aurez compris, les facteurs responsables d'infertilité chez les vaches ne sont quand même pas tout à fait les mêmes chez les génisses, puisque entre ces deux états, il y a eu un vélage et il y a eu toutes les pathologies du postpartum qui peuvent accompagner, je dirais, ce vélage. Bon, les États-Unis, c'est les États-Unis. Refranchissons l'Atlantique, retrouvons-nous ici en France, et si ce sont des résultats qui ont été évalués sur 1 800 000 vaches, donc c'est quand même pas si mal, ces chiffres sont représentatifs. Et là, on compare cette fois-ci les pourcentages de gestation première insémination avec le pourcentage de gestation totale. Vous voyez qu'ici, on n'est plus à 30, on tourne aux 35-40%. Ça, c'est réellement les chances de gestation après insémination. Toute autre condition égale d'ailleurs. Toute autre condition égale d'ailleurs. Ces chiffres sont souvent, dans l'esprit de beaucoup de confrères, sont surévalués. Alors, c'est un parcours semé d'embûches. Et donc, voyons un peu les embûches qui guettent, je dirais,
l'ovocyte et surtout l'ovocyte, mais peut-être aussi l'embryon, au cours des 2 à 3 premiers mois suivant le vélage. On a bien distingué d'une part la période embryonnaire, que l'on fait aller jusqu'au jour 45-60, et après cette période embryonnaire commence la période fétale. Il y a bien sûr, on les a rappelés, des circonstances favorables avant une fécondation. J'essaie de vous faire comprendre ici que, comme on vient de le signaler par les taux de gestation, que 50 à 70% des vaches laitières inséminées n'accouchent pas 9 mois plus tard. Je n'ai pas dit qu'elles n'accouchaient pas du tout, mais elles n'accouchent pas dans les mois qui suivent, dans les 9 mois qui suivent leur insémination. Et donc, une part non négligeable d'entre elles doivent être réinséminées. On approche à la définition de l'infertilité. Et donc, avant l'œstrus, il nous faut un follicule, aussi bon que possible. Et il faut que ce follicule ici soit, bien entendu, renferme bien sûr un ovocyte de qualité, que voici. En voici une image au microscope. Il faut bien sûr, comme on l'a rappelé, qu'il y ait fécondation. Et donc on voit ici cet ovocyte entouré de spermatozoïdes, et bien sûr, il n'y en a qu'un seul qui va franchir le dernier rempart. Non-fécondation, eh bien on estime qu'entre 10 et 50% des animaux inséminés ne sont pas fécondés. Et c'est pour ça que j'ai mis cette fourchette 10 à 50, car on voit l'effet délétère majeur que peut avoir un stress thermique. Avançons un peu dans le temps et voyons ce qui se passe entre le jour 1 et le jour 7. Eh bien, on peut avoir, bien entendu, ce qu'on appelle de la mortalité embryonnaire très précoce. Très précoce et on estime entre 10 et 50% également. Donc, plus ça va, plus la gestation avance, finalement, moins importantes sont les pertes. Ce diagnostic de mortalité embryonnaire très précoce, on ne peut le faire que lors de récoltes d'embryons, par exemple, où on verra soit des ovocytes non fécondés, soit on verra des morula ou des blastos qui sont déjà dégénérés. Et ce sont des signes très précoces de cette mortalité embryonnaire. Passons à une autre phase, qui est la phase jour 8, jour 27. C'est ce qu'on peut appeler la mortalité embryonnaire précoce. Là aussi, on va avoir plus ou moins 20% d'échecs au cours de cette période, qui, bien entendu, correspond à la phase d'élongation de la vésicule embryonnaire, que l'on voit ici les différents stades, hein, et vésicule embryonnaire qui va finir par occuper, bien sûr, la corne gestante, mais aussi la corne non gestante. Nous passons à une phase ultérieure, entre le jour 28 et le jour 30, soit le deuxième mois plus ou moins suivant la fécondation. Et là, on a mortalité embryonnaire tardive, à peu près 10 à 12% des gestations s'interrompent au cours de cette période. Et là, on est typiquement dans une phase où on peut faire ce diagnostic de mortalité embryonnaire tardive, surtout si on a fait un diagnostic précoce échographie, et qui a été combiné à un diagnostic tardif. Positif, négatif, bien sûr qu'entre les deux, il s'agit d'une mortalité embryonnaire tardive. Et enfin, dans le troisième mois qui suit, on peut encore avoir ce qu'on appelle les avortements précoces, moins de 2% des cas. Donc vous voyez que plus on s'éloigne de la fécondation, moins grand est le risque de voir la gestation s'interrompre. Et donc, ce sont des ordres de grandeur ici que je vous présente. Je crois qu'il n'était pas tout à fait inutile de vous les rappeler. Alors, allons-y maintenant. Une petite question. J'aime toujours bien la définition et donc vous répondez à cette question en choisissant un ou deux. Vous ouvrez l'onglet discussion et vous me tapez un si vous pensez que l'infertilité entraîne de l'infécondité et vous me tapez 2 si vous pensez que l'infécondité entraîne de l'infertilité. On va prendre une minute pour vous donner le temps non pas de réfléchir, mais de trouver l'onglet discussion et de taper votre réponse. Eh bien, je suis tout à fait rassuré. Rassuré, j'avais en fait un peu peur. J'avais un peu peur, effectivement, mais je vois que la majorité, la toute grosse majorité des réponses, ce sont des bonnes réponses. Et je vous en félicite.
car en effet, il n'est pas inutile effectivement de revenir là-dessus, car je crois que c'est un des voilà, c'est un distinguo qu'il est essentiel de faire au point de départ. Je rappelle donc que l'infertilité, c'est sera qualifié d'infertile toute vache ou tout ensemble de vaches inséminées plus de 2 fois. Que les inséminations soient faites après, que les inséminations faites après la deuxième aient été ou non suivies de gestation. Donc un animal inséminé 3 fois, qui n'a pas encore été éventuellement confirmé gestant ou non gestant, est d'office infertile. Par contre, c'est donc bien une notion de nombre. Par contre, l'infécondité, c'est le temps nécessaire à l'obtention d'une gestation ou d'un vélage. Et donc, classiquement, chez les génisses, on distingue deux paramètres pour effectuer ce calcul du temps, l'intervalle entre la naissance et l'insémination fécondante, et l'intervalle entre la naissance et le premier vélage. Et chez les vaches, le parallèle est vite fait, on prendra l'intervalle entre vélage ou l'intervalle entre le vélage et l'insémination fécondante. Donc, c'est bien une notion de temps que cette infécondité. Et vous l'avez déjà, la majorité d'entre vous l'avez parfaitement compris, l'infertilité entraîne de l'infécondité, mais l'infécondité n'entraîne pas de l'infertilité. Mais donc, ce sont toujours, quand on veut évaluer les performances de reproduction, ce sont les deux premières questions à poser. Y a-t-il de l'infécondité? Y a-t-il de l'infertilité? Ça pourrait faire l'objet d'un autre midi de Rhume Expert. Alors, docteur, pourquoi ma vache n'est-elle pas gestante? Quelles sont donc les causes majeures d'infertilité? Alors, l'infertilité concerne, vous l'avez bien vu, la période de reproduction, donc l'intervalle entre la première insémination et la dernière. Donc, période de reproduction qui fait suite à la période d'attente. Eh bien, vous voyez que le choix des hypothèses, il ne faut jamais négliger le fait que cet allongement de la période de reproduction peut être dû à une diminution de la fréquence de la détection de chaleur. On ne voit pas les chaleurs tous les 21 jours, on les voit tous les 42. Bien. Mais l'autre facteur, bien entendu, qui va allonger cette période de reproduction, c'est l'augmentation du nombre d'inséminations et donc l'infertilité. Et vous voyez, on vient de le dire, que l'infertilité peut se traduire par de la non-fécondation, de la mortalité embryonnaire précoce, voire très précoce, de la mortalité embryonnaire tardive et des avortements. Et donc, je vais vous balancer en pleine figure, reculez-vous un peu de votre écran, car vous allez en avoir plein les yeux. Quelles sont les hypothèses possibles d'une non-fécondation? Les voici. Et donc, vous voyez que ces hypothèses de non-fécondation sont d'origine diverse. Il y a des causes, je dirais, infectieuses, endométrite. Il y a des causes, je dirais, anatomiques, physiologiques, le recrutement folliculaire, pathologiques, les kystes. Autres causes infectieuses, les mammites, les salpingites, les boiteries, la politique de première insémination après le vélage, tout ce qui concerne la détection des chaleurs, tout ce qui concerne la gestion du sperme. Et récemment encore, j'ai cru bon de rappeler sur ma page Facebook Thériogénologie les 7 points capitaux d'une insémination et d'une gestion optimale de l'insémination artificielle. Et tout en bas, vous voyez le stress environnemental. Et force est de reconnaître qu'avec par les temps qui courent, si j'en crois les spécialistes du climat, il semblerait bien que nous allions vers un réchauffement de ce climat. Et il n'est pas rare, effectivement, qu'en période estivale, eh bien, les vagues, c'est quoi une vague de chaleur? Ben, c'est à peu près 6 jours, une période de 6 jours, durant laquelle les températures augmentent de manière anormale, en tout cas nettement au-dessus des moyennes saisonnières de la région. On ne va pas comparer ce qui se passe en Belgique à ce qui se passe en Tunisie, j'en reviens, j'en parle avec les confrères là-bas. Eh bien là-bas, au mois de juillet et août, il n'est pas rare d'avoir des températures de 40-45 degrés. Donc, une série d'hypothèses pour l'infertilité, une série d'hypothèses également pour les mortalités embryonnaires précoces et tardives. Hein, on a l'embarras du choix et une série d'hypothèses encore pour les causes d'avortement. La difficulté, bien entendu, c'est de faire le choix, encore une fois, entre l'une ou l'autre de ces hypothèses, car bien sûr que de la qualité du diagnostic étiologique va dépendre le traitement. Et donc la décision ou pas de faire le choix d'un traitement hormonal. Voilà. Alors, oui, pour illustrer encore d'autres causes d'infertilité, on cherche toujours à comprendre.
comprendre. Ici, j'attire une fois de plus votre attention, mais ça fait des années, ça fait oui, des années que la majorité des gens s'accordent à dire qu'un des facteurs essentiels d'infertilité, c'est une mauvaise qualité de détection de chaleur. Et le chiffre à retenir, une vache sur 10 inséminée n'est pas réellement en chaleur. Et donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste quelque part à faire. On voit une utilisation de plus en plus intensive, effectivement, de sperme sexé. Très bien, économiquement, ça peut tenir la distance, mais attention, on sait aussi, et je vais voir un chiffre, les taux, les pourcentages de gestation avec du sperme sexé sont nettement et significativement différents que les pourcentages de gestation après utilisation de sperme non sexé. Et vous voyez qu'ici, cette méta-analyse a passé en revue toute une série de facteurs susceptibles d'influencer les pourcentages, les pourcentages de gestation en comparant l'utilisation de sperme sexé à du sperme non sexé. Voilà. J'avais également un autre chiffre, entre guillemets. Les données ne sont disponibles pour le moment, je n'en ai pas trouvé d'autres, mais ici c'est une enquête qui a été faite très récemment en Hollande par Van der Laan, et il a essayé de voir effectivement l'importance de l'utilisation de différentes hormones. Parce qu'en fait, en matière d'hormones, les trois principales sont sous vos yeux, prostaglandine, GnRH et progestérone. Et vous voyez, pour chacune de ces hormones, le nombre de traitements moyens par vache et par an dans les conditions, je dirais, hollandaises. Je ne sais pas quels sont vos chiffres, à vous, je dirais, d'y réfléchir. Mais de manière essentielle, c'est la prostaglandine, effectivement, qui est la plus utilisée. Le seul problème, c'est que la prostaglandine n'a bien sûr qu'un effet, elle peut simplement avoir un effet indirect dans le cas de l'infertilité, parce que la prostaglandine peut, et c'est ça sa principale indication, peut avoir un effet sur le plan de l'induction et de la synchronisation effectivement des chaleurs si, le cas échéant, il y a dans l'exploitation un problème effectivement de détection. Par contre, GnRH et progestérone sont bien plus largement utilisés. Alors, je devrais y ajouter aussi, mais l'enquête ne le révèle pas, l'HCG. Donc, plus concrètement, confronté à une vache infertile, une ou des vaches infertiles, que vous inséminez pour au moins la troisième fois, voire quatrième fois, je vous pose la question, avez-vous comme habitude de vérifier si il n'y avait pas d'endométrite clinique ou subclinique, de pneumo ou d'urovagin, de salpingite, parmi les causes majeures susceptibles d'expliquer l'infertilité? 2. Que la vache était bien dans l'œstrus, sur base de 3 critères essentiels: tonicité des cornes, présence d'un follicule de 14 à 19 mm et présence d'un écoulement muqueux abondant. Que la gestion du sperme était optimale et que la fertilité du troupeau était inférieure à 45%. Ce que je veux dire par là, c'est que si déjà la fertilité du troupeau est supérieure et nettement supérieure à ces chiffres, arrêtez d'utiliser des hormones, vous n'allez pas améliorer nettement ces pourcentages de gestation. Alors, vous les connaissez, j'ai fait un état des lieux en 2020. Je suppose qu'ils sont tous encore achetables. Vous pouvez toujours tous s'en procurer. Mais vous voyez que la majorité des produits concernent de la GnRH, soit sous forme d'acétate de gonadotréline, de buséréline. Tout ça, c'est de la GnRH. Mentionnons l'HCG ou gonadotropine chorionique et mentionnons quand même les deux voies d'administration classiques de la progestérone, à savoir le PRID ou le SIDR. Voilà ainsi résumé les traitements hormonaux. Maintenant, quand les utiliser? Et de manière aussi optimale que possible, j'insiste. Mais ne croyez pas, je le disais en introduction, ne croyez pas au miracle. Qu'avons-nous ici? Vous l'aurez vu, nous avons les 21 jours d'un cycle. On commence à l'œstrus et on se terminera 21 jours plus tard. Et donc, je vais vous donner entre guillemets, des recettes, à supposer que toute autre condition égale d'ailleurs, toutes les hypothèses ayant été éliminées, vous pouvez effectivement envisager d'utiliser un traitement hormonal. Alors, ces traitements hormonaux peuvent s'utiliser en œstrus, en métœstrus ou en diœstrus.
Donc, nous avons ici un follicule, nous avons l'œstrus, le corps jaune hémorragique, le corps jaune de diœstrus, et bien sûr, s'il y a eu fécondation, on va se retrouver aussi pendant cette période-là avec un embryon. Voyons le traitement possible. Lors de l'œstrus, c'est-à-dire en pratique lors de l'insémination, c'est classiquement comme ça qu'on fait, on peut injecter de la GnRH ou de l'HCG. Rappelez-vous les effets essentiels de l'ALH. La GnRH va booster l'ALH, l'HCG aura un effet comparable à l'ALH, et donc indirectement, on va renforcer l'effet attendu, 1, maturation de l'ovocyte, et 2, ovulation. Et après coup, ça va aussi favoriser par derrière un développement lutéal. On va peut-être pendant le méteustrus, donc voilà les traitements à faire pendant l'œstrus. Pendant le méteustrus, on peut effectivement placer déjà un cider ou un pride. C'est-à-dire que le développement lutéal, aussi rapide et aussi élevé que possible après la fécondation, est un facteur qui contribue au maintien de la gestation. Donc, par voie vaginale, on va apporter de la progestérone supplémentaire de manière à augmenter ces taux de progestérone. Et donc, on va placer un cider ou un pride 3 à 6 jours après l'insémination et pendant au moins 3 jours. OK, ça c'est une deuxième voie d'approche. On augmente ainsi la progestérone et cet apport de progestérone va se traduire sur un meilleur développement de l'embryon. Non seulement il va se multiplier davantage, mais il va aussi être davantage capable de synthétiser l'hormone responsable de son maintien, à savoir l'interféron, à savoir la trophoblastine. Tout ça est physiologiquement, je dirais, bien connu. Et l'on voit, pour exemple, ici un embryon, je dirais, normal, et s'il y a eu un apport complémentaire de progestérone, on voit que la multiplication et que le développement de la vésicule embryonnaire est bien plus conséquent. On peut aussi, en lieu et place du cider ou du pride, injecter 2500 unités d'HCG ou de la GnRH. Et vous voyez que suivant les essais réalisés, on va préférentiellement injecter de l'HCG avant le 5e jour, avant l'insémination, et on va injecter de la GnRH le jour 5, 6 ou 7 suivant cette insémination. Et donc, encore une fois, ces substances vont directement ou indirectement contribuer à augmenter le développement lutéal et à renforcer la synthèse de progestérone. Voilà pour le méteustrus, les stratégies qui sont utilisables. Troisième possibilité, c'est d'agir non plus ni en œstrus ni en méteustrus, c'est d'agir en diœstrus. En diœstrus, et là, on va pratiquer des traitements après le 10e jour avec de la GnRH. Les doses ont été proposées, suivant les essais, c'est les doses optimales pour avoir un effet recherché, ou injecter de l'HCG au-delà du 5e jour après l'insémination. Donc cet HCG peut être également utilisé au-delà de ce 5e jour, avant ou après le 5e jour suivant l'insémination. Et là aussi, l'effet de ces hormones, ça va être de renforcer bien sûr la synthèse de progestérone, voire le développement d'un corps jaune accessoire. C'est quoi un corps jaune accessoire? Comme vous le savez, il y a pendant cette période du méteustrus apparition de nouvelles vagues de croissance folliculaire et ces injections de GnRH ou d'HCG, ça va être soit de provoquer l'ovulation de ce follicule dominant, soit de le transformer en un corps jaune. Donc, les hormones en question vont le luthéniser. Et donc, ça va bien sûr constituer une source supplémentaire de progestérone. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Et juste pour vous rappeler, le prochain rendez-vous, le 6 janvier 2022, l'eau, source de vie des mammifères, quelle est son importance chez les bovins? Voilà, j'ai pris la parole. J'espère que je n'ai pas été trop long, quoique. Et donc maintenant, la parole est à vous. Je vous écoute. Merci beaucoup. Eh bien, je n'ai actuellement aucune question. Ben merde alors, j'ai été à ce Et donc, ah point-là voilà. clair. Non, bah, j'ai Monsieur Olivier Levrard qui demande et la PG. La PG. Mais vous parlez de vous remontez à où, prostate? La prostaglandine.
Ah d'accord, PG, oui, d'accord. Moi, d'habitude, Olivier, je mets un petit F comme ça, parce que PG veut dire aussi progestagène, c'est l'abréviation. PGF, eh ben voilà. Et on peut même aller plus loin, PGF2, comme ça, on est encore plus précis. Alors, la PG, 2 mère alpha même, 2 alpha, mais c'est vraiment complet. Et donc, la prostaglandine, l'utilisation d'une prostaglandine chez une vache infertile, ben, je dirais qu'à partir du moment où l'infertilité, il est trop tard. Sauf si on veut, bien entendu, réinduire un œstrus, bien entendu, corps jaune sur corps jaune observé. Et pour la petite histoire, n'utilisez pas de prostaglandine si la taille du corps jaune est inférieure à 2 centimètres. Voilà. 1500, oui, 1500, 2000, il n'y a, pas de, y a pas de mal à augmenter un peu votre dose. Fait-on des dosages de la progestérone avant de la donner? Eh bien, au risque de vous décevoir, j'ai quand même pratiqué un certain nombre d'examens pour un problème de reproduction. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire un dosage de progestérone parce que depuis 1988, j'utilise l'échographie. Et donc là, bon, voilà, il n'est pas interdit, bien entendu, de faire ce dosage de progestérone. On a développé, certaines sociétés ont développé des kits à faire en ferme, donc le résultat est connu assez rapidement dans le lait ou dans le sang. Et bien entendu, là, il faut aussi avoir, en fonction du lait ou du sang, un seuil minimal, effectivement, que pour dire que le corps jaune, euh, est réellement, je dirais, fonctionnel. Alors, je ne connais pas, Olivier, l'appareil Virbac pour les chiennes, mais effectivement, l'appareil n'est peut-être pas transportable et donc ça suppose des allées et venues. Vous avouerez quand même que l'éleveur, lui, il ne va pas rattacher 36 fois ses vaches. Euh, idem pour la CG, c'est-à-dire, idem, quoi idem? Idem pourquoi? Dosage ou pas? Avant d'injecter de la CG? Oui. Non, c'est beaucoup moins, je dirais, entre guillemets, indispensable, puisque la CG, ça va être de renforcer la synthèse de progestérone. Donc, si déjà le corps jaune n'est pas top, ben, on va le booster un peu, et s'il est déjà top, ben, on va le booster peut-être un peu moins, quoi. Lien entre taille du corps jaune et quantité de progestérone sécrétée, oui, il y a une certaine corrélation. Donc, prenons l'exemple concret de corps jaunes de moins de 20 mm, disons des corps jaunes en formation, corps jaunes de méthostrus, par rapport à des corps jaunes de diœstrus qui sont classiquement plus gros, évidemment qu'il y a une relation. Oui. Alors, les embryons thérapeutiques. Bon, je ne l'ai pas mentionné dans les traitements. Les embryons thérapeutiques, c'est quoi en 2 mots? Eh bien, ce sont des embryons, ceux qui pratiquent la récolte de l'embryon n'ont pas toujours des embryons de classe 5, de la top classe. Et donc, les embryons de moindre qualité eh bien, peuvent être utilisés pour favoriser, si vous voulez, indirectement. Ils ont quand même gardé une certaine capacité à synthétiser de la trophoblastine. Et donc, quelque part, ils peuvent renforcer les chances de maintien de la gestation. Et donc, oui, mais encore faut-il pouvoir, je dirais, en disposer. Je crois que c'est surtout les Québécois qui ont. J'ai plus entendu parler beaucoup de ces embryons thérapeutiques. C'est toujours mentionné quelque part. Ce n'est pas contre-indiqué. Et je viens de vous en expliquer l'effet possible. Pourquoi? Eh bien, Mehdi, vous formulez la question, mais vous formulez également la réponse. C'est qu'effectivement, au cours du cycle, je ne vais pas revenir sur le mécanisme de la luthéolyse par la prostaglandine, mais il faut que pour que cette luthéolyse soit optimale, il faut qu'il y ait des récepteurs à l'ocytocine qui se développent. Et l'apparition de ces récepteurs à l'ocytocine dépend d'un certain délai et d'une certaine quantité d'exposition à la progestérone. Donc, vous comprenez que si le corps jaune a un diamètre inférieur à 2 cm, on peut indirectement supposer que ce mécanisme de la luthéolyse est perturbé et que par conséquent, la prostaglandine a moins d'effet. Lors d'un corps jaune de moins de 2 cm, est-ce qu'on peut utiliser à la place? Eh bien non. Non, il n'y en a pas d'autre. De toute façon, il n'y a que la prostaglandine qui a un effet luthéolytique. Alors, si deux corps jaunes
et un œstrus, double dose, ça a été effectivement proposé. Vous en saurez plus sur ma page stéréo. J'ai fait une brève synthèse de ce renforcement de l'utilisation de la prostaglandine. Alors, pour être complet, EBO. Mehdi, que veux-tu dire par là? Est bon ou est BO? Je ne vois pas bien, Mehdi, Pardon? ton message. Mehdi, tu m'entends? Ah, benzoate. Mehdi, 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 justement, il est tout à fait interdit en Europe d'utiliser du benzoate de stradiol. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais ces autres pays, peut-être, y viendront. Alors, je voulais ajouter un commentaire sur l'utilisation de la prostaglandine. Elle m'a été posée. Et donc, d'aucuns proposaient d'utiliser cette prostaglandine. Pourquoi une double dose de prostaglandine en cas de synchronisation à 24 heures d'intervalle? Rappelez-vous, je vous ai dit qu'un des facteurs essentiels d'une libération optimale de l'ALH, c'était d'avoir pendant l'œstrus une concentration aussi faible que possible en progestérone. Et donc, en venant avec une deuxième dose de prostaglandine, et c'est le cas notamment lorsque vous avez 2 corps jaunes, vous augmentez vos chances d'avoir une progestéronémie aussi basse que possible pendant l'œstrus, et donc une libération optimale de l'ALH. Deuxième possibilité, mais ça n'a pas été, je veux dire, confirmé par beaucoup de personnes, d'aucuns ont proposé d'injecter une prostaglandine au moment de l'insémination pour peut-être renforcer cette diminution de la progestérone, mais peut-être aussi indirectement pour favoriser, je dirais, l'ovulation. Le follicule entouré de fibres musculaires lisses, et donc on pensait que la prostaglandine. Ben bon, moi, j'en suis pas là. Non, j'en suis pas là à utiliser de la prostaglandine au moment de l'œstrus. Oui. Alors, on a une question encore. Je vous laisse Alors, la lire. Oui. gémellité. La gémellité induit des pertes embryonnaires et avortements. Eh bien oui. Merci Olivier de ta question. Là aussi, si vous êtes un adepte de la page thériogénéalogie, je me suis fendu de la synthèse de 2 articles intéressants. Un, la gémellité augmente chez les vaches laitières. Et plus la vache produit, plus le risque de gémellité augmente. 2, la gémellité, quoi qu'on en pense, est un des facteurs de risque presque majeur, dirais-je, il devient majeur, de mortalité embryonnaire, voire d'avortement. Ça va? Et donc, si vous avez cette habitude, au moment de l'insémination, de faire une échographie, 1, pour vérifier le diamètre du follicule ovulatoire, 2, pour vérifier si vous n'en auriez pas 2, ça va? Vous n'en auriez pas 2, eh bien oui, là, on peut faire de l'ovum pick-up pour éliminer un de ces 2 follicules. Encore faut-il avoir le matériel, encore faut-il avoir la capacité de faire cette ponction. Bon, bref, mais c'est tout à fait effectivement logique, préventivement pour réduire le risque de gémellité et réduire le risque de mortalité embryonnaire. Alors, Donc ici, double dose en une injection unique, double attends une minute, dose. remonte un Oui. peu, double dose de... En une injection unique, Non, double dose. double dose à 24 heures d'intervalle. Allez voir sur ma page stéréogénéalogie. De mémoire, je ne saurais plus vous dire, mais vous allez retrouver l'article relatif à cette. Ou bien vous m'envoyez plus simple, vous m'envoyez un email, christian.hansen@uliège.be, et je vous renvoie la synthèse de l'article. Juste pour information, est-ce que c'est vrai que le benzoate de stradiol est actif sur un corps jaune inférieur à 2 cm? Non. Non. OK. Alors, est-ce qu'on a... avis Ah, sur voilà. le hybrid. Pistolet, ben oui, ben oui. Le hybrid, je vais vous donner mon avis. Bien. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un système où il est possible, les éleveurs en l'occurrence, puisque le système s'adresse essentiellement aux éleveurs qui veulent faire du do-it-yourself, le système permet de voir le col. On voit donc comment introduire le pistolet d'insémination dans le col. Je crois que je ne sais plus, Olivier, si le hybrid, c'est lui qui a un système d'aspiration du col.
C'est celui-ci? Oui, c'est ça, oui. Donc, on déclenche le système d'aspiration, le pistolet est collé donc à l'entrée du col et hop, on avance et on insémine. Bien. Heu, Juste Olivier, pour comparer ce qui est comparable, as-tu une idée du prix de l'hybride? OK, 1 000 €. Ça va? Et bien entendu, il a été conçu et développé, moi, et 1 000 € la formation. Ah bon, d'accord, OK, oui. Donc l'outil, moi, d'un point de vue technologique, je trouve ça, remarquable. Maintenant, sur le plan pratique, est-ce que je leur ai demandé oui, nos chers Français, oui. Ah oui, cher, oui, dans tous les sens du terme, très bien. Donc, je n'ai rien contre la technologie, mais je veux dire, je leur ai adressé j'aimerais d'ailleurs connaître, je n'ai pas fait de publication là-dessus, j'aimerais d'ailleurs connaître leurs résultats. Autrement dit, est-ce qu'ils ont, chez le même éleveur, demandé à l'éleveur d'inséminer classiquement, palpation du col, manipulation du col et inséminer au moyen de l'hybride? Et quels ont été les taux, les pourcentages de gestation? Je crois qu'il faudrait faire ça dans pas mal d'élevages pour que ce soit comparatif. Donc, je n'ai pas de comparaison entre un système et l'autre. Donc, vous aurez compris au travers des mêmes propos que l'hybride, si c'était ça la question, n'est pas un traitement de l'infertilité. OK. Est-ce qu'on a une dernière petite question? Allez, une dernière pour la route. Non? Non? Un petit peu de temps pour taper la question. Peut-être. Non. Eh bien, du coup, un grand merci à vous, professeur Hansen. Un très grand merci à vous pour votre présence et vos questions. C'était très, très sympa. Et donc, voilà, on vous donne rendez-vous le 6 janvier pour le prochain midi. L'eau, source de vie des mammifères, quelle est son importance chez les bovins par le docteur Knapp. Et Et donc, oui, et oui, j'en profite, tu voulais peut-être le faire, mais je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. oui, Et j'allais sortez y venir. couverts, hein. Je parle du nez et de la bouche, hein, n'est-ce pas? Bon, sortez couverts. OK. Donc demain, vous recevrez donc un email avec tout ce que je vous ai annoncé au début de la formation. Et dans quelques jours, vous aurez un mail avec les accès pour les Midi Trimexpert, les vidéos. Mais voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Et donc, en effet, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et que tout se passe au mieux pour vous tous et votre famille. Voilà. Belle journée à tout le monde.